Bien, bonjour à tous. On va commencer pour respecter l'horaire et surtout ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc, merci de vous connecter ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par la Chambre de commerce, la Chambre de française. Et j'ai le plaisir de vous présenter Alex Villemin, qui est coach bien-être, qui va un peu nous parler de ces nouvelles façons à partir de ces nouvelles façons de travailler et de cette transformation qu'on a tous vécue post-Covid et de ces nouvelles façons de travailler et de voir comment on peut s'épanouir ou trouver un intérêt et développer des compétences personnelles pour pouvoir aussi s'épanouir dans son travail. Donc voilà, je pense qu'on attend beaucoup. Je vois que j'ai certains membres de mon équipe qui sont connectés, donc ça c'est très bien. Mais j'espère que tout le monde pourra participer. Il faut que ce webinaire soit interactif, hein, je pense, Alex, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y aura une présentation, mais évidemment, il y aura la possibilité de poser des questions à la fin. Mais aussi, je pense, en cours de présentation, si vous posez vos questions à travers le Q&A ou plutôt éviter le chat, parce que pour nous, c'est un peu moins facile à gérer. Mais la rubrique Q&A en bas de l'écran, là, vous avez, ou dans votre menu, possibilité d'écrire vos questions. Voilà, je ne vais pas parler plus et je vais tout de suite passer la parole à Alix pour sa présentation. Merci, Alix. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Philomena. Je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer. Vous allez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Ah, je vous entends On plus. voit, mais en petit maintenant. Je ne sais pas si ça vient de chez nous. Voilà, c'est très Très bien. bien. Hop, Parfait. attendez. Hop. Ouais. Ah, évidemment, c'était bon. Et une petite seconde. Voilà, parfait. Est-ce que comme ça, c'est bon? Parfait, merci beaucoup. Donc merci beaucoup Laurent, merci Philomena de me recevoir ce matin et surtout merci à vous tous de participer à la conversation que nous allons lancer dès maintenant sur le sujet du self-leadership. On va explorer en quoi cette capacité qui est propre à chacun et à chacune peut se révéler être le secret pour faire du travail hybride parmi ces nouvelles organisations de travail, une très très belle opportunité pour son bien-être. Donc je vais commencer rapidement par me présenter, puis je vais vous partager le programme du jour avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Si tout le monde m'entend, si tout le monde me voit et si tout le monde va bien, on va pouvoir du coup commencer. Le self-leadership, le bien-être, tous ces sujets sont des thèmes qui me passionnent énormément. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie, évidemment, d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Alix Villemin, je suis donc coach en bien-être certifié et j'accompagne les gens dans la création de nouvelles habitudes à travers la nutrition, à travers le mouvement du corps et le développement personnel. Mon objectif, c'est d'aider les gens à se libérer d'automatismes dans le quotidien parfois qu'on a, qui ne les servent plus pour retrouver finalement un équilibre qui convienne, selon la définition qu'on lui donne, parce qu'on est tous évidemment différents. Et avant de me lancer dans l'aventure du coaching, sachez que je ne suis pas coach depuis le début de mes études. Je travaillais en digital, dans la gestion de données, dans le secteur des vins et spiritueux en France et à New York, dans différentes maisons des vins dans le secteur des vins et spiritueux. Et c'est là-bas que, c'est lorsque j'étais notamment à New York, pour des raisons personnelles, j'ai pris des décisions d'équilibre personnel et qu'aujourd'hui, j'ai décidé de passer depuis déjà maintenant plusieurs années, mais c'est après que j'ai passé le cap et aujourd'hui, je travaille avec de nombreuses personnes, mais aussi des entreprises sur 3 dimensions, car pour moi, le travail du bien-être, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement un travail intérieur, ça passe vraiment par 3 dimensions. Le corps pour un bien-être grâce à la nutrition et au mouvement du corps, le cœur à travers une reconnexion à notre but de vie, et ça c'est vraiment, vraiment propre à chacun, et aussi un travail au niveau de notre esprit, si je puis dire, à travers une reconnexion
à travers un travail intérieur sur nos pensées, sur nos émotions, mais je reviendrai là-dessus plus tard et ça prendra plus de sens par rapport à la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, ne vous en faites pas. Et comme je disais, Excusez-moi de vous interrompre. La présentation, elle passe finalement mal. Elle est plus en plein écran. Il faudrait essayer de remettre. est-ce que là, ça a Oui, oui, changé? ouais, c'est mieux. Voilà, très bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup de de me l'avoir dit. Il y a des petits couacs de présentation. Aujourd'hui, donc je travaille à la fois avec des personnes en privé, mais aussi avec des entreprises. Ici à Lisbonne, mais également en hybride dans d'autres pays. J'organise des retraites, des ateliers, des conférences. On pourra y revenir plus tard à la fin de cette conversation. Mais c'est vrai que j'ai constaté à travers mon expérience personnelle, puis les personnes que je suis au quotidien, parce que ce sont généralement des personnes qui, pour la plupart, et c'est pour ça que ce thème est important pour moi, évoluent dans le cadre d'un travail hybride, j'ai constaté de véritables opportunités à ne pas louper, dont on va parler justement aujourd'hui. Donc regardons de plus près les étapes qui nous attendent pour notre conversation. On va commencer par définir et comprendre ensemble justement les enjeux derrière les différentes formes d'organisation du travail qui existent aujourd'hui pour qu'on parte tous de d'une vision claire et alignée. Puis on va introduire la notion justement de self-leadership et vous allez voir, c'est passionnant, j'adore, en lien justement avec le bien-être et on verra justement à quoi ressemblent certaines solutions pour développer cette capacité soit dans votre entreprise, si aujourd'hui vous représentez votre entreprise, ou même vous en tant que salarié, ce sont clairement des solutions qui pourront vous aider. Avant de commencer, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je crois que Laurent Philomena, c'est vous qui allez gérer le Q&A, donc je vous laisse ne pas hésiter à lever la main s'il y a quoi que ce soit à un moment. Sinon, de toutes les manières, on prendra le temps, du coup, à la fin de notre temps ensemble pour y répondre. Donc, commençons par définir justement ensemble les enjeux derrière les différentes formes d'organisation du travail et les enjeux sur le bien-être. Mais d'abord, qu'est-ce que le bien-être? C'est un mot un petit peu fourre-tout. Aujourd'hui, on l'entend un petit peu de tous les côtés, voire même on peut vraiment l'appeler un peu une notion parapluie, ça peut être très large. Donc, je voudrais juste prendre une seconde pour être sûr qu'on parle de la même chose, parce que si on veut parler de l'impact que les nouvelles organisations du travail ont sur notre bien-être, on parle vraiment de la même chose. Je vais essayer d'être évidemment rapide et claire. Mais aujourd'hui, la manière dont on peut voir le bien-être, c'est finalement un état agréable. Et ça, on est bien d'accord, c'est propre à chacun, ça va être très personnel et individuel. Mais cet état agréable, on ne va pas tous le ressentir de la même manière parce qu'il résulte d'un équilibre entre plusieurs facteurs que je vais présenter rapidement. Et ces facteurs, bien entendu, en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas être sensible de la même manière à chacun. Quand je parle du facteur physique, c'est vraiment le fait, finalement, le bien-être physique, c'est adopter un mode de vie sain, réduire le plus possible des comportements qui peuvent nuire à notre santé au quotidien de manière récurrente. Quand on parle de bien-être émotionnel, c'est finalement atteindre un équilibre, se comprendre soi-même et chercher du soutien lorsqu'on en a besoin. On ne sait pas forcément toujours le faire ou on n'ose pas forcément. Ça fait partie du bien-être également. Le bien-être financier, ce n'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent, c'est de comprendre sa situation financière, son rapport à l'argent et de prendre des décisions éclairées qui participent à notre bien-être également au quotidien. Quand on parle du bien-être spirituel, c'est finalement de cultiver une certaine forme d'harmonie et de paix en nous, tout en participant aussi même à des activités qui sont en accord avec nos valeurs, avec les croyances que l'on possède et qui vont faire que l'on se crée une vie qui est vraiment celle qui nous rend heureuse. Et ça va être évidemment propre à chacun. Quand on parle de bien-être social, c'est le fait de forger des liens. Nous restons des animaux sociaux, des êtres sociaux. Forger des liens, c'est important au sein d'une communauté, de notre famille, de nos amis, mais aussi au travail, bien entendu. Et entretenir des relations positives qui permettent de soutenir notre bien-être. Lorsqu'on parle de bien-être intellectuel, c'est finalement de s'ouvrir à des nouvelles idées, à des nouvelles expériences, à des compétences qui stimulent notre curiosité
stimule notre intellect et qui nous pousse à continuer à développer notre créativité. Ça participe grandement à notre épanouissement personnel. Et enfin, l'aspect environnemental, c'est-à-dire s'efforcer de protéger finalement et de nourrir notre environnement proche, immédiat, afin de favoriser également sa santé. Ça passe bien évidemment par le lieu où on vit, mais aussi le lieu où l'on travaille. Et chacun de ces piliers, on est bien d'accord, ont leur place dans notre quotidien. Même dans notre vie professionnelle, ces piliers ont leur propre définition et vont finalement s'interpréter d'une certaine manière. Ils ne seront pas tous mis en avant de la même manière en fonction de chaque personne, mais ils ont déjà leur place. Même si c'est inconscient, c'est là. Et donc, dans le cadre des nouvelles organisations de travail dont on va parler aujourd'hui, ces piliers, ils vont clairement être présents et vont être impactés en positif ou en négatif en fonction de chaque personne. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à commencer à aller dropper dans le Q&A s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si déjà ça, on est d'accord sur la définition juste du bien-être, commençons justement à comprendre finalement que avec ces nouvelles formes d'organisation de travail, notre bien-être individuel va être impacté. Et ces nouvelles formes d'organisation du travail participent à un changement de bien-être environnemental notamment, comme on vient de le voir. Tout est lié. Et ça, on peut vouloir tant que l'on souhaite que notre aspect professionnel reste aspect professionnel et qu'il y ait une forme de coupure entre le boulot et le perso, ça peut vite faire boule de neige tout de même sur le reste de notre bien-être, de notre quotidien. Donc, regardons d'un peu plus près justement en quoi ces nouvelles formes d'organisation du travail ont évolué et ce qu'elles proposent aujourd'hui. Alors évidemment, quand le présentiel, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle forme, mais au moins on part d'un constat et d'une base qui était pour tout le monde à peu près la même, en tout cas avant pandémie. Dans la majorité des cas, tout le monde se retrouvait sur un lieu de travail dédié, mais au cours des dernières années, l'organisation des entreprises a changé, notamment avec la pandémie. Les confinements ont poussé davantage les entreprises à devoir s'adapter, à être davantage flexibles, mais les salariés aussi, bien évidemment. Certains bureaux ont même dû fermer. Et donc, il y a eu une complète réorganisation nécessaire dans la manière dont on travaille et dont on est présent aujourd'hui dans la vie de son entreprise. Le travail hybride, qui est une de ces nouvelles formes d'organisation qui existait peut-être un peu avant la pandémie, mais aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. C'est un mode d'organisation qui permet aux salariés de travailler une partie du temps dans les locaux de l'entreprise et en partie à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut dire, en général, ça se passe peut-être chez soi, mais ce n'est pas seulement à la maison ou au bureau. Ça peut très bien être aussi dans les espaces de coworking ou n'importe quel autre lieu à l'étranger, parfois même à la plage. En tout cas, c'est un potentiel, une opportunité. Et entre le complètement présentiel et le complètement en ligne, le full remote qu'on va voir juste après, il y a vraiment un grand espace de dosage et de formes possibles de travail hybride en fonction des règles de chaque entreprise et des pratiques de chaque salarié. Et on fera un focus principalement justement sur cette forme-là. Mais juste pour être bien clair, il y a une différence entre l'hybride et le full remote. Il n'y a pas quand on appelle le full remote, donc ça veut dire complètement à distance, il n'y a pas de bureau dans le full remote, mais il y a qui est mis à la disposition des employés. Ils travaillent généralement de chez eux. Donc là, il n'y a pas de moitié-moitié possible. Et enfin, juste pour être vraiment clair sur les termes que l'on utilise, la notion de flex, la version, quand on dit souvent parfois, je suis en flex, c'est-à-dire la flexibilité dans l'organisation du travail qui finalement se superpose à la notion de travail hybride, donc avec laquelle souvent d'ailleurs elle est confondue. Mais en réalité, la flexibilité offerte aux salariés dans ce cadre d'organisation, elle porte à la fois sur le lieu du travail, mais aussi sur le choix des horaires.
Donc là où avant, nous avions des horaires collectifs imposés, que ce soit en présentiel, en hybride, en full remote, souvent, on peut avoir des horaires collectifs à peu près lissés. Dans la notion de forme flex de travail, là, le salarié est capable de choisir. Ça veut dire clairement, il y a des personnes qui préfèrent ce type d'organisation parce qu'ils sont du matin, ils veulent travailler davantage le matin à 6 heures, et d'autres personnes travaillent mieux la nuit. C'est offrir la possibilité à ses salariés de travailler en fonction des horaires qu'ils choisissent. Et nous, aujourd'hui, notre focus, ça va être le format hybride parce que c'est là où finalement il y a le plus de dosage possible. C'est là où il y a une brèche qui s'est créée et beaucoup d'entreprises aujourd'hui l'ont choisi et l'ont privilégié, pardon, parce que, pour rappel, c'est vraiment cette capacité de pouvoir permettre aux salariés à la fois d'être dans les locaux et en partie aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et après 2-3 ans de recul, beaucoup d'entreprises, encore une fois, ont choisi cette brèche-là et on aperçoit clairement une opportunité pour beaucoup. Mais forcément, il y a des petites choses à laquelle il va falloir faire un petit peu attention pour ne pas se laisser totalement submerger par cette vaste opportunité, ces vastes libertés que cela propose. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder justement dans le détail les conséquences pour le salarié, mais aussi pour l'employeur, d'avoir de choisir cette forme d'organisation. Et par la suite, je vous dirai justement comment on peut faire du travail hybride une opportunité pour le bien-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous pose même la question aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle forme d'organisation du travail vous avez dans votre entreprise ou celle qui vous plairait le plus au-delà de ce qui est déjà fait aujourd'hui? Quel format pensez-vous être bon pour votre manière de travailler? Certaines personnes savent clairement que ne pas être du tout sur le lieu de travail, ça ne correspond pas à leur envie, à leurs besoins. Et donc c'est intéressant aussi de s'interroger, de voir tout ce qui est possible aujourd'hui. Du côté de l'employeur, comme on disait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous le promets. Je vais essayer de passer assez rapidement, mais je souhaite quand même qu'on ait une vision globale des enjeux. Parce qu'on ne peut pas parler finalement d'opportunités pour le bien-être si on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact. Donc, commençons déjà du côté de l'employeur. Le travail hybride a une opportunité en termes de réduction des coûts parce que les employeurs peuvent économiser principalement sur les coûts de location de bureaux, les équipements et d'autres dépenses même associées à un bureau traditionnel. Le travail hybride permet clairement de faire une réduction de coûts sur ces points-là. En termes de recrutement, c'est surtout que les employeurs peuvent attirer davantage d'employés partout dans le monde, sans être limités nécessairement sur la proximité géographique. Ils peuvent attirer de nouveaux talents, même des personnes en situation particulière ou en situation de handicap, ce qui n'était pas forcément possible avant pour X raisons. Ici, ils peuvent attirer plein de nouvelles compétences et de nouveaux talents, mais aussi attirer les personnes qui sont digital natives, qui ont l'habitude de voyager régulièrement, pour qui ce mode de travail aujourd'hui est un critère de choix très important lorsqu'ils postulent et lorsqu'ils choisissent l'entreprise avec laquelle ils vont investir d'eux-mêmes pendant plusieurs années. Nous retrouvons également une autre opportunité en termes de productivité. Certains employés peuvent être beaucoup plus productifs lorsqu'ils travaillent au domicile, parce qu'ils travaillent à leur rythme. Et ça se traduit clairement pour l'entreprise par des résultats positifs, par une croissance. Donc, c'est évidemment pas du tout on ne peut pas le négliger. Il y a également un dernier point que je voulais partager en termes d'opportunités pour l'employeur, c'est l'opportunité finalement de remettre à plat et d'optimiser certains processus qui, quand avant nous étions principalement dans le présentiel, là, lorsqu'on est en mode hybride, il va falloir optimiser le processus de recrutement, le processus de onboarding, c'est-à-dire lorsqu'on va venir intégrer des nouveaux talents dans l'entreprise. Et puis pour tous les procédés d'organisation, d'événements collectifs, de réunions. Et finalement, le rôle de l'entreprise dans la culture d'entreprise aussi
va changer. Et il y a cette forme d'optimisation aussi parce que la taille peut-être des locaux vont être plus petits. Et donc, comment optimiser l'espace qui est présent par rapport au nombre de personnes qui sont là? Comment organiser un événement et des réunions alors que tout le monde est un peu à droite, à gauche? Je sais que ça peut être un casse-tête parfois aussi, mais il y a du coup cette opportunité d'organiser et d'optimiser un grand nombre de procédés qui jusqu'à maintenant était un peu de l'ordre de l'automatisme ou des choses que l'on avait l'habitude de faire. Donc, c'est des belles opportunités à la fois d'un point de vue coût, d'un point de vue culture d'entreprise surtout, et bien sûr de croissance. Mais évidemment, on retrouve aussi certaines menaces, ou en tout cas certaines difficultés qui peuvent finalement apparaître, notamment la difficulté à suivre et à manager les performances de chacun. Les employeurs, ils peuvent avoir du mal à suivre les performances des salariés qui travaillent à distance et ça peut affecter aussi la qualité du travail. Le fait de ne pas être proche géographiquement, de ne pas pouvoir voir les personnes, ça peut rendre difficile le fait de savoir exactement où on en est sur tel ou tel projet. Ça peut rendre vraiment le suivi plus compliqué, plus complexe. Il y a également une difficulté à suivre le temps de travail, ce qui n'est pas pareil. Mais là, ce qui peut entraîner d'autant plus des risques légaux, notamment en termes d'heures sup, et aussi sur la santé potentielle des salariés. Donc, il faut évidemment avoir bien ça en tête et s'organiser en conséquence. En termes de collaboration entre les salariés, entre les employeurs peuvent avoir du mal à promouvoir justement ce lien entre les employés qui, eux, travaillent à distance. Donc, d'un point de vue pratique, ce que je disais juste avant, l'organisation de réunions sur site peut vite devenir un casse-tête et demande aux personnes qui organisent ça de prendre les choses à bras-le-corps et presque d'avoir une bonne communication en interne pour que les gens le gardent en tête et c'est pas toujours évident. Ce qui forcément a un impact également sur la culture d'entreprise, le fait de travailler en hybride, parce qu'on passe moins de temps dans les bureaux avec ses collègues. Donc, ça veut dire que les moments de communication informels qui sont très importantes, les discussions à la machine à café, lorsqu'on se retrouve à la cantine le midi, dans les couloirs, dans les escaliers, ces conversations informelles se raréfient. Et donc, il est plus difficile de créer du lien parfois au-delà des communications purement officielles, professionnelles. Et il peut y avoir certaines opportunités qui sont manquées parce qu'on n'a pas pu échanger de manière spontanée des informations. Et à moins d'être dans un meeting organisé, le côté spontané et informel peut se raréfier. Et enfin, évidemment, sur la santé et la sécurité, le travail à distance, ça peut augmenter les risques de sécurité pour l'entreprise en matière de protection des données notamment et de sécurité informatique, mais aussi en matière de risques physiques pour les salariés parce que par rapport au fait qu'ils travaillent, par rapport à leur environnement de travail, le fait qu'ils travaillent de chez eux, l'aménagement de leur poste de travail n'est peut-être pas adapté. Leur chaise de bureau va peut-être leur provoquer des douleurs chroniques de dos qui vont faire qu'après, il risque d'y avoir des arrêts maladie, des coûts de santé associés. Donc, c'est à la fois sur les risques physiques de la santé des salariés, mais aussi psychiques, parce que l'isolement, le stress, la déconnexion, tout ça, ça peut être très difficile et donc des coûts derrière. Voilà, je vais avancer là-dessus, mais c'est vraiment pour forcément, on est déjà en train de voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le bien-être de l'entreprise aussi et le bien-être de chacun. Mais maintenant, je vais également assez rapidement rentrer dans le sujet, dans le détail des opportunités du côté des salariés du travail hybride. C'est sûr que le travail hybride, il y a une flexibilité. Les employés peuvent travailler à distance, ils peuvent travailler sur le site de travail. En fonction de leur emploi du temps, ils peuvent choisir et en fonction aussi de leur disponibilité. Donc, ça permet de mieux équilibrer la vie perso et la vie pro. Donc, ça veut dire une gestion aussi plus sereine des contraintes personnelles.
Lorsque l'on est parent, c'est vrai que la garde d'enfants, l'organisation des activités, lorsqu'on n'est pas parent aussi, s'organiser même du sport, organiser ses repas, etc., ça peut être une opportunité parce qu'on est un peu plus flexible avec son temps et on peut choisir de l'utiliser comme on le souhaite. Le travail hybride est aussi une opportunité parce que les employés peuvent économiser sur les coûts de transport, de restauration, de garde d'enfants aussi, comme on disait, en travaillant à distance. Il peut y avoir clairement là aussi des opportunités de dépenser moins finalement. En termes de productivité, certains employés, justement, comme on le disait tout à l'heure, certaines personnes arrivent à mieux se concentrer lorsqu'elles sont à leur domicile, sans les distractions du bureau. Et en plus, il y a cette notion de je ne perds pas du temps non plus dans les transports, donc je peux rentrer plus rapidement dans mes projets de la journée. Je ne perds pas de temps, je rentre directement dedans. Donc pour certaines personnes, cette option de travail hybride est vraiment un beau moyen de développer sa productivité. Et finalement, tout ça aussi, c'est de l'autonomie. Plus d'autonomie pour chacun parce que chacun choisit comment est-ce qu'on va organiser sa journée. On ne ressent pas forcément une pression de tout le monde autour de soi et donc on choisit quel projet passe avant ou pas, on choisit les ressources que l'on va chercher quand cela nous arrange. Et donc, il y a une forme de liberté, d'autonomie qu'on retrouve également grâce grâce au travail hybride. Bien sûr, tout n'est jamais complètement rose et il y a des menaces, ou en tout cas des points qu'il faut bien garder en tête avec le travail hybride. Notamment le fait de travailler à distance, pour certaines personnes, c'est quand même très solitaire. Ça peut être très isolant. On peut se sentir isolé et pour certains employés, ça peut affecter clairement leur bien-être mental et leur motivation. Donc il y a clairement là un besoin vraiment d'attention, de faire très attention, parce qu'il y a des risques finalement psychosociaux qui peuvent s'en développer et qu'il faut bien garder en tête de la part et des salariés et des entreprises qui travaillent dans cette forme d'organisation-là. Et évidemment, ce n'est pas du tout une fatalité, mais en tout cas, il faut bien le garder en tête. Le manque de séparation aussi entre la vie privée et la vie perso parce qu'on travaille un peu plus de chez soi. Le fait de travailler à domicile aussi, ça peut rendre difficile cette séparation-là. Ça peut entraîner une charge mentale qui est supplémentaire. Il y a quelques années, il y a un psychologue anglais qui notamment a partagé une étude qui a montré que le temps de trajet en train pour rentrer chez soi le soir et pour aller au bureau le matin, et en tout cas surtout la partie le soir, c'était finalement un sas de décompression. Et c'est pas qu'il peut ne pas être négligeable du tout pour certaines personnes qui sont sensibles à cet isolement. Donc ça va avoir un impact aussi sur notre santé physique, bien sûr, parce que le fait d'avoir cette charge mentale, de tout organiser dans sa vie perso et privée au même endroit. Quand est-ce que j'organise mes repas? Quand est-ce que je vais au sport? Je suis censée avoir plus de temps. Il y a cette notion de presque une pression parce que si on a plus de temps chez soi, ça veut dire qu'on est censé accomplir plus aussi dans sa vie personnelle. Et ça peut être très difficile à gérer pour certains et certaines. Et enfin, c'est vrai aussi que le travail hybride, le fait de travailler à distance, ça peut limiter l'accès à certaines ressources, à certains collègues, juste parce que géographiquement, on n'est pas proche, ce qui peut affecter derrière la collaboration et l'efficacité des employés. Le fait de travailler avec différents départements, si on n'est pas à côté d'eux, ça rend plus difficile l'accès à ces ressources, justement. J'espère que tout ça c'est clair et que vous prenez que c'est clair et que vous prenez conscience de toutes les opportunités aussi qu'il peut y avoir. Parce qu'en résumé, bien gérer aujourd'hui le travail hybride, grâce à la mise en place de dispositifs évidemment d'accompagnement adaptés, on en reparlera après, ces nouveaux modes de travail contribuent au bien-être du salarié, on l'a vu. À leur équilibre, à leur épanouissement, à leur productivité. Et pour l'entreprise, derrière, c'est tout bénef.
Mais si ce mode de travail est mal géré, il peut être source de risques psychosociaux qui peut entraîner une perte de productivité, une démotivation, voire des risques sur la santé des salariés et donc des coûts derrière. Donc finalement, le mode de travail hybride, le travail en hybride, il challenge chacun individuellement sur notre discipline, sur notre organisation personnelle, comment est-ce que j'organise ma vie perso, ma vie pro, le mindset aussi finalement des salariés. Et c'est là où on se rend compte que c'est presque de l'ordre de la compétence individuelle, c'est de l'ordre du soft skill, ça pourrait même être quelque chose en entretien qu'on pourrait clairement défendre en disant « je sais travailler en hybride, mais je sais vraiment bien le faire parce que j'ai cette compétence et ces capacités-là ». C'est une opportunité pour se former et se renforcer dans cette nouvelle réalité aussi, puisque de plus en plus d'entreprises le proposent. Donc on va le voir justement maintenant, qu'il est possible de travailler tout ça grâce à une capacité particulière à cultiver, qui pour moi est un peu un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est le self-leadership, justement. On va comprendre ce que j'entends par là. On va définir ce que j'entends par self-leadership et on va comprendre justement son enjeu sur notre bien-être. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, je vous laisse juste 5 secondes, je prends une gorgée d'eau, posez-les dans le Q&A et on va commencer à parler du self-leadership. Non, pour l'instant, pas de questions. On avait juste un commentaire de Martin qui nous dit nous essayons d'adapter nos postures managériales aux situations individuelles, par exemple les jeunes parents, les parents âgés, transport trop long, mais en gardant un cadre commun qui rende les arbitrages compréhensibles par tous. Bravo, évidemment, c'est loin d'être facile et on en reparlera juste après. Le cas du collectif versus l'individuel après, chacun évidemment est dans une situation unique. Donc ce n'est pas toujours facile de la part des entreprises, mais c'est tout à fait évidemment bravo et très louable de réussir à mettre en place ces nouvelles organisations-là. Et je serais curieuse de savoir justement de quelle manière, donc on pourra en parler par la suite, mais de quelle manière justement Martin parvient à faire tout cela dans son entreprise. Très bien. Lorsque l'on parle justement aujourd'hui, donc nous en revenons au self-leadership, comme quoi c'était cette capacité qui nous permet de travailler et, cette capacité qui nous permet de mieux vivre aussi le travail hybride. Ce que j'entends par self-leadership, c'est cette capacité à mener sa vie soi-même, à diriger sa propre personne pour prendre des décisions qui sont alignées à ses valeurs, à ses désirs, à ses capacités. Dans la vie professionnelle, le self-leadership, c'est prendre des décisions et agir en accord avec qui on est, sans mettre en péril l'organisation, mais sans compromettre notre intégrité, notre personne. Et le self-leadership, c'est finalement une réponse aujourd'hui à la nécessité de chacun d'apprendre à s'auto-gérer, de s'auto-motiver face à toute cette liberté aussi qui est acquise à travers le travail hybride. Et ça nécessite un changement d'attitude, parfois, pour les personnes qui, justement, peuvent aujourd'hui parfois souffrir, comme on a vu les limites pour les salariés du travail hybride. Ça nécessite de mettre en place des outils pour changer son attitude sur 3 dimensions qu'on va voir maintenant. Je vais vous présenter. Lorsque je parle de changer son attitude, pourquoi est-ce que j'en parle de cette manière-là? Le self-leadership, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois, on fait une formation une fois et ça y est, on l'a. C'est des décisions que l'on prend chaque jour. On prend chaque jour, pas seulement, et même si on est dans le cadre professionnel, ce self-leadership, il passe à travers 3 dimensions. La dimension du corps, c'est-à-dire être un peu le leader de son corps, savoir en prendre soin chaque jour. Être en bonne santé, c'est quand même être capable et dans sa totale capacité à travailler et à produire derrière et à soutenir la croissance de l'entreprise. Le savoir être leader aussi de son esprit, c'est-à-dire travailler son mindset, savoir croire en soi. On va rentrer dans davantage de détails juste après.
Et également, le self-leadership, ça passe par quelque chose qui est de l'ordre presque de l'intime, mais de savoir être leader de son cœur, si je puis dire. Enfin, une formulation peut-être un peu poétique, mais c'est accepter les désirs que l'on a par rapport à la vie que l'on a envie de mener. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et ces 3 dimensions, évidemment, sans mettre en péril l'organisation. Donc, regardons-les individuellement de plus près et voyons justement en quoi ça va impacter l'attitude de chacun dans le cadre d'une méthode, d'une forme d'organisation hybride au sein d'une entreprise. Être leader de son corps, aujourd'hui, c'est prendre soin de sa santé physique, de son alimentation. C'est finalement introduire aussi du mouvement dans son quotidien, s'assurer d'être en bonne santé. On connaît tous manger 5 fruits et légumes par jour et manger, bouger, tout ça, mais est-ce qu'on le fait vraiment et est-ce que c'est quelque chose que l'on fait au quotidien? Concrètement, pourquoi j'en parle dans ce cadre-là, dans le cadre même de l'entreprise? Les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, l'une des choses, par exemple, avec lesquelles elles viennent me voir et ces personnes me disent j'ai besoin d'aide, c'est le moment quand parce qu'elles travaillent soit en entreprise, soit de chez elles, le déjeuner, ça peut être un cauchemar pour certains. Et c'est très, très tangible et très concret. Mais quand on est à la maison, on pense avoir le temps et finalement, on n'a rien préparé. On se dit qu'on va avoir le temps de préparer le Tupperware pour le lendemain, mais en fait, finalement, on est complètement dépassé. Quand on va en entreprise, le lendemain, on pensait avoir préparé le Tupperware, mais donc on ne l'a pas fait. Ou alors, on est censé aller à la cantine, mais si on a une relation un petit peu émotionnelle avec la nourriture, ça veut dire qu'on risque de vouloir compenser le stress, la charge mentale par la nourriture. On a un coup de pompe à 15h, ou alors on se décide de commander parce qu'il n'y a pas de cantine, et donc dans ce cas-là, on dépense plus, et donc dans ce cas-là, ça fait beaucoup, beaucoup de charge mentale, et derrière, pour le corps, ça a un impact un petit peu chaque jour, qui finalement, parfois, on retrouve des conséquences claires sur la santé, parce qu'il y a des douleurs chroniques qui peuvent apparaître. Et pour l'entreprise, quel intérêt, ça paraît évident, mais quel intérêt pour l'entreprise d'avoir des salariés qui sont leaders de leur corps? C'est d'abord une baisse de coûts, parce que comme les salariés sont en meilleure santé physique, ils ont moins de douleurs chroniques, ils ont une meilleure immunité, ils sont là, déjà ils sont présents. Donc il y a moins d'arrêts maladie et il y a moins de coûts derrière pour l'entreprise. Même l'absentéisme est un coût pour l'entreprise, mais si les salariés sont en bonne santé, ils sont là beaucoup plus souvent. Pour l'entreprise aussi, ça veut dire finalement une meilleure résilience des employés, parce qu'il y a une meilleure humeur, plus d'énergie, une hausse du moral. Donc, des salariés qui vont oser, qui vont prendre des risques. Évidemment, c'est quand on prend des risques que l'on croit. Et donc, pour l'entreprise, c'est évidemment positif et à encourager. Et bien sûr, des salariés qui sont leaders de leur corps, ça veut dire qu'ils sont, comme je disais, donc en bonne santé physique, on l'a vu, mais aussi en bonne santé mentale, parce que l'alimentation, la santé du corps va clairement jouer aussi sur notre santé mentale. Donc plus de concentration, une meilleure productivité, une capacité d'être présent dans sa pleine capacité intellectuelle aussi, parce qu'on n'a pas de grosses carences ou de problèmes de santé qui viennent mettre des bateaux dans les roues, si je puis dire. Des bâtons dans les roues, pardon, si je puis dire. Le fait d'être leader de son esprit. Donc, on a parlé du leader de son corps et de vraiment l'avantage que ça peut avoir pour tout le monde. Mais quand je parle de leader de son esprit, et le travail derrière et l'encouragement que je vous invite à chacun à faire, c'est décider, c'est choisir, c'est une décision de croire en soi, de travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi. Ça veut dire par rapport en entreprise, même par rapport à des situations qui n'étaient pas prévues, inattendues, plutôt que de réagir par peur ou de réagir par panique, on arrive à être beaucoup plus proactif et on arrive à avoir aussi une forme d'intelligence émotionnelle. On ne se laisse pas complètement submerger par les émotions. Ça, c'est quelque chose qu'au niveau individuel, tout le monde peut faire. Et pareil, lorsque je travaille avec certaines personnes ou quand je vais en entreprise et que je parle avec elles, le fait de mieux gérer
c'est pas forcément le problème des conflits en entreprise, mais de mieux savoir finalement les gérer, gérer les désaccords, de ne pas être submergé parfois par ses émotions ou par ses peurs, mais sans se laisser marcher dessus. L'un ne veut pas dire forcément, j'écrase les autres ou je me fais écraser, mais ne pas il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'il y a cette soif de mettre en avant davantage leur projet, d'oser un peu plus savoir se vendre en entreprise. Donc plutôt que d'attendre la reconnaissance, des autres, il y a cette forme de proactivité par rapport à leurs objectifs. Ça, pour l'entreprise, c'est génial, c'est du pain béni évidemment. Parce que ça veut dire aussi, on retrouve une baisse des coûts, dans le sens où, parce qu'il y a cette capacité de chacun à gérer sa santé mentale et à être proactif là-dessus, moins de burn-out aussi, parce que l'on sait exactement où mettre les limites, peut-être quand dire stop, quand dire non, quand rentrer chez soi, quand en parler, quand on a besoin d'en parler. Donc moins d'arrêt maladie, moins de burn-out, moins même de turnover, parce que si les gens ne sont pas bien, au bout d'un moment, ils peuvent partir. Et donc, ça veut dire des coûts derrière pour retrouver et réengager d'autres talents. Pour l'entreprise aussi, avoir un salarié qui est leader de son esprit, justement, c'est comme il y a possiblement moins de turnover, parce que les salariés savent, ils ont une forme, ils évoluent au sein de l'entreprise parce qu'ils savent ce dont ils ont envie, ils osent le dire. Il n'y a pas de frustration par rapport à ça, parce qu'ils osent, ils ont confiance en eux, et du coup, il y a ces capacités de pouvoir évoluer. Et donc, il y a une loyauté qui se crée au sein de l'entreprise. Donc, au-delà des coûts du turnover, mais c'est aussi le fait de garder les gens au sein de la compagnie. Donc, pour plus de loyauté aussi. Le fait d'avoir des salariés aussi leaders de leur esprit, comme je le disais, c'est une meilleure gestion du stress. Donc, plus de prise de risque. La peur, elle ne va pas les bloquer, ils vont oser davantage, donc plus de résilience, et on se relève. En fait, c'est un renforcement psychologique que de travailler sur le self-leadership de son esprit, d'être leader de son esprit soi-même. Ça ouvre les portes derrière de la croissance que de prendre des risques. Pour l'entreprise, évidemment, très important et très utile. Et enfin, quand on sait gérer ses émotions, quand on sait comment communiquer sans nécessairement se laisser marcher dessus, quand on arrive à créer des synergies, ça veut dire des meilleures équipes qui travaillent entre elles, une meilleure communication. Donc si tout le monde est commun sur la ligne directrice et tout le monde se comprend et qu'on parle le même langage, ben on avance mieux, tout simplement. Je ne sais pas si ce sont des notions qui sont peut-être un peu nouvelles, de le voir sous ces angles-là et dit avec ces mots-là, mais j'espère que vous voyez vraiment qu'être leader de son esprit, c'est évidemment primordial aujourd'hui en entreprise, surtout dans le cadre du travail hybride. Et enfin, être leader de son cœur, si je puis dire, c'est finalement être capable de s'écouter, d'écouter et d'aligner derrière ses efforts sur ce dont on désire vraiment dans notre vie, sur ses intuitions, accepter finalement ses désirs et vivre un peu par amour pour soi aussi, encore une fois, sans mettre en péril la croissance des autres. Mais un exemple concret qui peut vous parler, je sais que après des coachings et des accompagnements que j'ai pu faire, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé qui se sont tournées vers des projets davantage et qui ont osé demander de se tourner vers des projets qui les appelaient. Parce qu'ils nourrissaient juste un but de vie qu'ils avaient, qui font toujours partie de leur entreprise et toujours chapeautés par leur mission et leur envie et leur projet. Mais finalement, écouter et oser suivre des projets qui vont nous faire grandir parce qu'ils savaient que, en fait, ces personnes se connaissaient. Par exemple, choisir il y avait une personne qui avait choisi un projet qui avait un impact sur le bilan RSE de l'entreprise. Cette personne était très sensible au sujet du RSE et au sujet des égalités. Et ça, et donc du coup, il y a cette décision et cette intégrité envers soi-même de dire ça c'est important pour moi, donc je le suis. Et d'en faire partie et finalement de faire quelque chose qui nous plaise aussi.
dans le cadre, et à côté, on est d'accord, on ne peut pas toujours faire tout ce qui nous plaît, mais en tout cas de trouver quand même en entreprise, le but c'est quand même de s'épanouir aussi grâce à toutes ces, à tous les projets qui sont possibles pour nous d'entreprendre. Pour l'entreprise, quel intérêt d'avoir des salariés qui sont leaders de leur cœur? C'est déjà plus de productivité parce qu'on a des personnes qui sont dans le flow, qui travaillent sur des sujets qui leur plaisent, qui les font vibrer le matin quand ils se réveillent, ils sont contents. Ils sont contents de continuer et de participer, en fait. Ils sont contents de participer à ces projets-là. Ils sont dans leur zone de génie. Ils sont dans quelque chose qui les nourrit, dans cet épanouissement. Ils vont être beaucoup plus créatifs. Et la créativité, ça se force pas vraiment. Mais d'un coup, quand on fait quelque chose qui nous répond en termes de notre désir de cœur, on est beaucoup plus créatif. Et on va faire aussi un travail peut-être un peu plus, avec beaucoup plus de qualité parce qu'on s'investit encore plus. En termes de productivité, ça va être énorme. Le teamwork aussi, la capacité de travailler en équipe, parce que si on arrive à se respecter davantage soi-même, qu'on prend ses décisions et que l'on participe à des projets avec intégrité par rapport à nos souhaits, derrière, ça veut dire aussi l'opportunité de travailler en équipe de manière encore plus égale. Donc, c'est des qualités humaines finalement qui facilitent, parce que si on se connaît bien, on est capable de donner un peu plus d'espace aussi aux autres quand on travaille ensemble pour que chacun ait sa place et que chacun avance et que chacun s'épanouisse. Et il n'y a pas forcément de compétitivité derrière, c'est un travail d'équipe. Ce sont vraiment des qualités humaines derrière dont on parle, enfin, on parle moins, mais chacun se sent concerné généralement par ces questions-là. Et enfin, pour l'entreprise, avoir des salariés qui sont aussi leaders de leur cœur, ça veut dire des personnes qui ont une super humeur, qui ressentent vraiment un épanouissement et qui se sentent impliqués dans l'organisation. Et finalement, pourquoi? Parce que derrière, bah, ils ressentent la sensation leur carrière est un succès. Et pas forcément pour les mêmes raisons que la personne d'à côté. Et c'est là où, finalement, on se rend compte que tout le monde, bien sûr, va avoir des définitions différentes et que changer son attitude en fonction de nos désirs de corps, cœur, esprit, euh, ça va être très individuel, mais c'est une très, très belle opportunité et c'est un win-win pour tout le monde. Et pour le salarié au point de vue individuel et pour l'entreprise. Et donc, développer son self-leadership, c'est apprendre à diriger ses propres efforts en vue d'obtenir donc certains objectifs qu'on veut améliorer, notre productivité, notre renforcement psychologique, plus d'implication dans notre travail, une sensation de succès dans notre carrière, mais aussi de diminuer, de réduire ce qui aujourd'hui nous peine, l'absentéisme pour l'entreprise, le stress, l'anxiété pour les salariés. Et l'enjeu aujourd'hui pour l'entreprise, c'est le développement personnel des ressources humaines dans ce cadre de travail hybride. C'est de réussir à s'épanouir au mieux. C'est sûr, ça demande d'essayer, c'est du test and learn. On essaye, on se loupe, on renavigue un peu on navigue dans des eaux parfois un peu nouvelles. Et les entreprises aujourd'hui apprennent en marchant et s'adaptent aussi en fonction du retour de chacun. Mais concrètement, comment intégrer ces changements aujourd'hui au quotidien dans l'entreprise pour plus de bien-être? On va voir ça tout de suite et on terminera là-dessus. Avant de terminer là-dessus, si vous voulez partager dans les Q&A, ce qui vous a peut-être surpris, ce qui est nouveau, ce que vous retenez de cette vision un peu du corps, cœur, esprit, mais de ce self-leadership qui finalement passe par un développement personnel de chacun pour le bien-être de tous aussi dans l'entreprise. Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a aussi plu dans cette vision? N'hésitez pas à le partager. Je prends juste une goutte d'eau. On avait juste une petite citation de Martin, à nouveau, qui est très, très actif. Merci Martin. Une citation de Jean Forastier qui dit qu'un aphorisme, une pensée à partager, la limite idéale vers laquelle tend la nouvelle organisation du travail est celle où le travail se bornerait à cette seule forme de l'action, l'initiative. Voilà, qui est un Très beau.
peut-être le grand espoir du XXe siècle. Voilà. L'initiative, exactement. Donc cette capacité individuelle à être proactif, à prendre une décision et donc ça, il en va de chacun et merci beaucoup Martin, j'aime beaucoup cette, citation, je vous la redemanderai après de me la redonner si vous voulez bien. Donc parlons un petit peu justement de cette application, si je puis dire, en entreprise, parce que finalement, on l'a vu, pour bien vivre le contexte de travail, en mode hybride, aujourd'hui, proposer aux salariés des outils pour développer, individuellement, finalement, des habitudes saines au quotidien, des capacités de savoir mieux s'organiser, de mieux gérer son temps, de poser ses limites, d'apprendre l'intelligence émotionnelle, à gérer ses émotions. Pour certaines personnes qui se sentent complètement dépassées par tout ça, ça passe ça passe par tous ces points. Tout ce développement personnel, corps, cœur, esprit qu'on a vu, mais en fait, finalement, ça passe par tout ça. Et ce qui est certain, et comme vous disiez tout à l'heure, justement, Martin, il n'y a pas de taille unique. Et on ne peut pas faire quelque chose, évidemment, de complètement lissé pour tout le monde. Il y a pas... Il y a ce besoin quand même de rester au niveau, comment dire, chaque salarié est différent et les entreprises prennent et doivent prendre ça en compte et prennent ça en compte pour apporter une solution qui puisse être la plus personnelle, individuelle possible, tout en restant évidemment de manière à pouvoir l'organiser pour le collectif. Et comme aujourd'hui, il y a une très grande diversité de situations qui tient du fait que les personnalités sont différentes, les situations personnelles de chacun sont différentes, chaque métier est différent, les entreprises aussi. Tout ne se prête pas de la même manière et tout le monde ne se prête pas de la même manière à ce travail hybride, à ce dosage entre je travaille au bureau ou je travaille d'un autre lieu. Et même la culture d'entreprise en fonction, ça va pas, du coup, ça ne va pas s'interpréter de la même manière. Et donc déjà, ce qui est sûr, la première chose, c'est d'adresser le problème. Et ça peut se faire de manière très rapide. Les changements derrière aussi peuvent être très rapides, mais l'accompagnement est clé parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de taille unique. One size does not fit all, comme on dit. L'accompagnement personnalisé est important. Ici, je partage quelques photos, par exemple, de conférences et d'ateliers que j'ai organisés ici à Lisbonne chez Mercedes, avec qui nous avons un programme pour justement adresser plein de ces thèmes-là sur ces 3 dimensions pour permettre de nourrir ce self-leadership chez leurs salariés. Et moi, mon objectif, c'est évidemment d'aider les entreprises à répondre à ce challenge qui est formidable, à vrai dire, de permettre à chaque salarié d'avoir encore plus d'initiatives, encore plus de self-leadership et de capacité à prendre des décisions qui aient des conséquences, qui aient un impact positif et sur eux, mais aussi sur l'organisation et sur l'entreprise. Et l'une des solutions aujourd'hui, c'est d'intégrer, de plus en plus d'entreprises le font, c'est d'intégrer du coaching, bien-être en entreprise, qui permet de répondre aux besoins individuels et collectifs de l'organisation. Et donc pour les entreprises, parce que je sais ce que c'est très difficile de gérer les besoins de chacun, d'y répondre individuellement. Et l'avantage d'avoir un coach qui prend le relais sur ces questions, ça soulage l'entreprise tout en lui permettant aussi de récolter les fruits du travail que chaque salarié fait évidemment individuellement, mais sans prendre parti. Et ça permet à l'entreprise de tendre la main vers ses salariés, de montrer qu'elle les soutient, qu'elle est là pour les aider aussi, parce que c'est un travail aussi collectif et qu'on avance ensemble, mais sans qu'il y ait de flou entre l'aspect privé et l'aspect professionnel. Et l'entreprise, du coup, reste, entre guillemets, la main tendue, mais il n'y a pas mais ne vient pas grappiller sur l'aspect personnel du salarié. Et pour les salariés qui aujourd'hui se sentent, et peut-être que certaines personnes ici se sentent concernées du fait d'être un peu dépassées par la charge mentale que cela peut créer, d'une hygiène de vie qui parfois n'a pas été une priorité pendant très 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 longtemps et pendant trop longtemps peut-être, mais qui recherchent aussi finalement un sens dans leur vie par rapport à leur boulot et la vie personnelle qui se passe à côté.
C'est une opportunité de se libérer de certains schémas, des automatismes qui aujourd'hui ne servent plus. C'est reprendre les rênes et chercher activement à s'épanouir. Et donc, ça passe par plusieurs types de formats. Ici, je partage différents formats qui permettent de travailler à différents niveaux de profondeur sur le self-leadership de chacun. Et l'objectif est de permettre à toute personne en entreprise de trouver sa définition du bien-être. Parmi tous les facteurs dont on a parlé au tout début, les 7 piliers, chacun va rajouter un peu plus d'importance sur un pilier plutôt qu'un autre. Et donc, nous avons tous et toutes une définition différente de notre équilibre, l'équilibre vie pro, vie perso que l'on recherche. Nous avons tous des critères différents. Et parce qu'on est bien d'accord, s'il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas avoir de contrôle, votre self-leadership, ça n'en fait pas partie. Qui d'autre que vous peut décider de travailler sur votre self-leadership? Et donc aujourd'hui, justement, par cette conversation aussi, je vous invite à poursuivre cette discussion avec moi, si vous le souhaitez, pour agir activement sur le bien-être de votre entreprise. Donc que ce soit à travers des conférences, des ateliers ou même des accompagnements individuels pour les salariés ou même tout autre format qui vous intéresserait. Moi, je propose en tout cas de vous ouvrir et je vous invite à être ouvert à des solutions tangibles sur des thèmes qui nous concernent tous. Par exemple, quelles sont les clés pour créer des habitudes long terme? Comment gérer son énergie au quotidien? Comment gagner confiance en soi? C'est un muscle. Quel workout, quel travail de muscle je vais faire? Comment arrêter de manger, par exemple, avec ses émotions? Et après aujourd'hui, après la conversation que nous venons d'avoir, je pense que maintenant c'est clair et je l'ai quand même beaucoup répété, mais on pourra pas dire qu'on ne savait pas ou que nous ne savions pas que le travail hybride, c'est une opportunité si c'est bien géré et qu'il y a un travail individuel aussi qui est proposé. Donc vous avez aujourd'hui voilà, une solution à explorer et j'espère que tout ça aura résonné en vous, qu'il y aura peut-être eu des moments un petit peu chamboulants, mais j'espère que vous m'avez suivi jusque-là et que je ne vous ai pas perdu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et juste pour si vous souhaitez garder en tête un peu en résumé tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je le remets ici. Finalement, le travail hybride, comme on l'a dit, il peut contribuer au bien-être des salariés s'il est bien géré, mais que le self-leadership, c'est vraiment notre super pouvoir, la compétence clé qui est propre à chacun et chacune pour derrière bien vivre et faire preuve d'initiative et ne pas se laisser complètement submerger par ces chamboulements d'organisation. Bien entendu, il n'y a pas de méthode unique. Un accompagnement est nécessaire parce qu'il faut que ça reste humain et il n'est pas possible de tout lisser et d'oublier cette part-là pour prendre en compte justement le besoin de chaque salarié au quotidien et pour pouvoir derrière soutenir la croissance évidemment de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et si désormais vous avez des questions, ça, c'est le moment. Merci beaucoup Alix pour cette présentation rapide, mais qui a eu le mérite de bien décrire un peu toutes ces stratégies et de nous expliquer un peu tous ces nouveaux modes de fonctionnement et qui nous interpellent aussi quelque part, je pense tous. Donc, il y a une première question de Lionel qui demande quels sont les axes, outils de travail que vous suggérez ou conseillez pour gagner en leadership de son cœur et de son esprit. Alors, de son cœur et de son esprit, au niveau de... Je vais commencer par l'esprit. Je vais commencer par le cœur. Au niveau du cœur, les axes que je propose et que j'encourage, c'est finalement un travail intérieur au niveau de son intuition, au niveau de sa mission de vie. C'est quelque chose qui va être très propre à chacun, mais cette capacité à se connaître soi-même, connaître ce qui nous fait, quels sont nos désirs, qu'est-ce qui nous donne du plaisir dans la vie. Comme on l'a vu, ça va avoir un impact également, bien sûr, sur l'entreprise. Mais ce travail de l'intuition va derrière
faire un effet boule de neige sur le type de décision que l'on va prendre et quel type d'action on va choisir de faire au quotidien. Donc, pour le cœur, pour moi, ce sera vraiment ce travail-là d'écoute, mais pas d'écoute d'émotion dans le type, je vais être très claire là-dessus, en mode savoir s'écouter, je suis fatiguée, je ne travaille pas. C'est plutôt, avoir cette forme de bienveillance envers soi-même, en fait, c'est parce que derrière, c'est ça que je veux. C'est ça que je désire avoir et de nourrir heu, une forme d'ambition de vie que l'on a tous et d'apprendre à lui donner de l'espace aussi et d'être très intègre envers soi-même. Je commencerai par là. Au niveau du leadership de l'esprit, on parle de comment est-ce qu'on prend nos décisions, mais aussi surtout pour moi, le travail et le rapport avec la peur. Nous sommes des êtres, humains, donc nous avons des réactions parfois très primaires face à la peur. Alors on est bien d'accord, on n'a plus les mêmes réactions qu'il y a 10 000 ans parce que ce n'est plus, les mêmes types de peurs. On n'est plus face à des bêtes sauvages, il n'est plus question de survie ou de mort. Mais aujourd'hui, la survie émotionnelle est un vrai enjeu pour beaucoup de personnes et donc derrière, ça sous-entend des décisions qui sont prises, qui ne sont pas alignées à, une liberté, heu, des choix que l'on peut prendre, mais plutôt face à un comment dire? Être emprisonné un peu par ses peurs et par ses émotions. La peur de l'échec est claire, ça fait partie des axes. La peur de la réussite aussi, on n'y pense pas, mais on peut avoir peur de réussir et s'empêcher d'agir à cause de ça. Donc vraiment, pour moi, dans le royaume de l'esprit, c'est le royaume de la décision. Donc comment on prend nos décisions, si on les prend par peur, par réaction à des effets extérieurs ou, comme je disais, de la proactivité et au contraire, laisser de la place à nos peurs. Elles sont là parce que et j'adore parler de la peur parce que ça s'entend peut-être, mais parce que justement, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Derrière la peur, il y a une information très importante à écouter. Donc je commencerai par ça, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais donner plein d'autres idées. Mais c'est vrai que le travail de la peur, la décision, ça c'est assez important. Je commencerai par là. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Apparemment, oui. Merci. Merci pour votre retour. Super. Une question de Fanny qui demande… ah, pardon, je dois vous laisser, excusez-moi, je Ah, n'ai pas lu. Donc, belle présentation, donc assez contente. Merci, merci Fanny de la participation. merci beaucoup Fanny. Vous avez d'autres questions? Non? Pas de questions? Bon. De toute façon, vous pouvez… oui, alors on vous enverra bien évidemment, hein, la présentation. Cette présentation a aussi été enregistrée, donc on vous mettra à disposition le site, le lien pour le replay, ce qui vous permettra aussi de réécouter la présentation intéressante. Donc, bon, il me reste à vous remercier, Alix, pour cette présentation, encore une fois, qui a été très concrète, rapide, parce que c'est vraiment un sujet à développer en à peine 1 heure, c'est quand même compliqué. Mais je pense que vous pourrez rester en contact après avec tous les intervenants, et puis bon, il faut qu'il y ait un échange constant. On est justement, la Chambre de commerce, un club d'affaires, mais qui est un club avant tout, doit aussi permettre de partager des points de vue et des questions. Donc, merci beaucoup. Merci Juste à pour vous. vous dire que, merci Alix, juste pour vous donner un peu sur notre programme à venir. Donc, on a demain un autre webinaire, là complètement différent sur l'immobilier. Je crois que les inscriptions sont encore ouvertes, je regarde Philomena, mais Oui. donc sur les questions d'immobilier, la rénovation et la construction, toutes les nouvelles normes et les dispositions légales. On a ensuite à Porto le 13, le séminaire automobile, séminaire annuel qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, donc là à Porto. Et puis le 17 avril, un atelier sur l'interculturel, voilà comment faire
comment faire des affaires et bien négocier avec nos amis portugais quand on est français, quand on arrive ici, qui est un séminaire qui est organisé avec le cabinet Acteos. Donc voilà, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site, www.ccilf.pt. Je fais beaucoup ma pub, mais je pense que c'est important. Il faut, voilà, si on veut échanger, il faut que vous ayez tous les contacts. Je regarde une dernière fois, on a des merci et apparemment tout s'est bien passé. Donc encore une fois, merci Alix et merci à vous tous d'avoir participé. Et puis, Merci. écoutez, à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci Alice. Merci à vous.